Bienvenue sur Midi 1 TV. Si vous nous rejoignez, le dossier du jour est consacré à la justice au Maroc et plus particulièrement à ce pas de géant franchi vendredi 6 octobre avec le transfert de la tutelle du ministère public au parquet général. Pour aborder cette thématique, j'accueille sur ce plateau un magistrat à la présidence du ministère public et ce magistrat, c'est Hamza Essaïd. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors je l'évoquais à l'instant, le ministre de la Justice a procédé au transfert de la présidence du ministère public au procureur général du roi, près la Cour de cassation, M. Mohamed Abd Nabawi. Ce sont des éléments de langage très juridiques. Alors pouvez-vous nous expliquer l'importance de ce transfert du pouvoir judiciaire? Oui, d'accord. Merci pour l'invitation. Il s'agit du transfert des attributions de l'autorité gouvernementale chargée de la justice au procureur général près la Cour de cassation, M. Mohamed Abd Nabawi, en sa qualité de président du ministère public. Ce dernier va prendre la place du ministre de la Justice dans l'exercice de ses attributions qui lui sont conférées en ce qui concerne son autorité et sa supervision du ministère public et de ses magistrats, y compris l'émission des directives et des ordres écrites conformes à la loi qui seront transmis à tous les ministères publics du Maroc. En plus de ces attributions conférées par la loi, le procureur général près la Cour de cassation va prendre la place du ministre de la Justice dans la supervision du travail du ministère public, le contrôle de ses attributions et de ses fonctionnements liés à l'exercice de l'action publique, conformément à la politique pénale qui va être élaborée par le législateur, et de l'exercice des voies de recours, et enfin de suivre les dossiers devant les tribunaux quand le ministère public y fait partie. D'accord. Alors en quoi est-ce une étape historique pour la justice marocaine? Qu'est-ce que cela va changer pour les justiciables? Justement, c'est parce que ça change beaucoup de choses pour les justiciables, et non seulement pour les justiciables, mais aussi pour tous les citoyens, que ça a été qualifié d'historique. Ça se voit depuis du daïr de la nomination du procureur général près la Cour de cassation en tant que chef du ministère public. Il a été chargé d'être le premier responsable judiciaire du bon fonctionnement du ministère public. Il a été chargé aussi de défendre le droit commun et l'intérêt général, de les préserver. Il était chargé enfin de respecter et de faire respecter les principes de la primauté de droit, de la justice, de l'équité et du choix irréversible de construire un état de droit basé sur le respect des droits et des libertés des citoyens. Alors ça, c'est pour les justiciables? C'est pour les justiciables. Dès les premières heures après la passation des consignes, la première circulaire du président, du chef du parquet, a été émis pour les représentants du ministère public dans tous les pays. Il comprend 3 axes majeurs, en plus des 2 directives concernant l'amélioration des conditions d'accueil pour les justiciables et d'instaurer une bonne communication, y compris l'utilisation des nouvelles technologies pour plus de célérité de communication avec les justiciables. Les 3 axes majeurs étaient la préservation des droits et des libertés des citoyens. Dans ce sens, des directives claires et fermes ont été adressées aux représentants des ministères publics pour la rationalisation du recours au mécanisme privatif de liberté. Ce mécanisme doit être exceptionnel, il n'y avoir recours qu'en cas de nécessité, et d'activer les mesures alternatives à la détention. Deuxièmement, les directives ont été émises pour agir contre toute violation des droits de l'homme et des libertés des citoyens. Il faut agir et enquêter sans délai, surtout quand il s'agit d'allégations de torture, de disparition forcée ou de détention arbitraire. Une troisième directive dans le sens de la préservation des droits et des libertés était de faire des visites sur les lieux de détention et de garantir les droits de la défense et de permettre aux avocats
de remplir leurs fonctions et de les exercer en toute liberté. Enfin, il fallait respecter les délais raisonnables dans l'exercice de toutes ces fonctions. Le deuxième volet concerne la moralisation de la vie publique et la protection des deniers publics, c'est-à-dire donner un intérêt immédiat à toute dénonciation, protéger les dénonciateurs et les témoins et faire une action immédiate pour l'appréhension et la collecte des preuves. Le troisième et dernier volet, c'est la protection de la sécurité et de l'ordre public. Il s'agit de la protection contre tous les actes qui sèment la terreur parmi les citoyens. En plus du crime organisé et du terrorisme, il s'agit de faire face aux phénomènes qui dérangent les citoyens, à savoir les armes blanches, les drogués qui constituent un danger pour leur sécurité, ensuite de protéger les personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les personnes handicapées, et de protéger les personnes qui sont chargées de l'application de la loi. Donc toute la justice sera facilitée pour toutes ces personnes. Oui, tout cela concerne la sécurité du citoyen, non seulement du justiciable quand il est en contact avec la justice, mais avant d'être en contact avec la justice. Mais du côté des magistrats, qu'est-ce que cela va changer pour votre travail, ce transfert du pouvoir judiciaire du ministère public au parquet général? Est-ce que c'est au niveau hiérarchique qu'il y a un changement pour vous, les magistrats, ou aussi dans votre organisation Je comprends. En fait, les attributions octroyées au ministère public sont restées les mêmes. Aucune nouvelle attribution n'a été conférée par les textes régissant le ministère public. Les magistrats du parquet sont soumis concernant la gestion de leur carrière professionnelle exclusivement au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Néanmoins, en ce qui concerne la gestion de leur travail, leur évaluation et la supervision de ce travail, ils sont subordonnés à la présidence du ministère public. Le procureur général près de la Cour de cassation, en sa qualité de président de la Cour du ministère public, donne ses rapports d'évaluation qui seront tenus en compte par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en ce qui concerne l'avancement des magistrats du parquet. Ces magistrats sont tenus, en vertu de la Constitution, l'article 110, d'abord de l'application de la loi, ensuite de se soumettre, de se conformer aux instructions de leur hiérarchie. L'article 43 de la loi 106-13 explique que ces instructions doivent être écrites et conformes à la loi. Enfin, comme l'adage dit, si la plume est serve, la parole elle est libre. Le magistrat du parquet peut donner une requête écrite et développer oralement ses opinions, même s'ils sont contraires à ses instructions. Alors une dernière question, le temps nous est compté avant de se quitter. Le parquet général est bien, nous l'avons compris, indépendant du pouvoir législatif et exécutif, mais échappe-t-il à tout contrôle? Indépendant veut-il dire au-dessus des lois, ou autrement dit, est-ce qu'il y a aussi une justice pour la justice? Merci pour cette question pertinente. En fait, le défi était de faire naître un pouvoir judiciaire indépendant des deux autres pouvoirs, mais tout en garantissant l'équilibre et la collaboration entre les pouvoirs. D'abord, le ministère public fait partie des autorités de l'État. Il n'est pas autonome de l'État. Il n'élabore pas la politique pénale. C'est le Parlement qui l'élabore. Lui, il est tenu de l'exécuter. Le ministre public ne détient pas la loi. Il l'applique et s'y soumet. Son chef est soumis au principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Mais c'est la nature de la responsabilité qui détermine les mécanismes de la reddition des comptes. Le chef du ministère public est ainsi responsable devant l'autorité qui l'a nommé et devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les actes
tous les actes du ministère public sont soumis au contrôle immédiat de la justice, étant donné que le juge est le garant et le protecteur des droits et libertés, conformément à l'article 117 de la Constitution. C'est sur cet article qu'on termine. Merci beaucoup Hamza et Saïd de nous avoir éclairé sur la réforme du système judiciaire marocain. Je rappelle que vous êtes magistrat à la présidence du ministère public. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Merci à vous aussi de rester fidèle à Médien TV. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne.